Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruiter et je serai ton guide à cette aventure. Je te fais uniquement 2 promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipeau. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien, les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Taylor qui le sponsorise. Tim Taylor, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Taylor de te permettre d'apprendre les invités de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti. Et bonjour à toi, Morgane, bienvenue sur Tam Tam. Salut Léo et merci de me recevoir, c'est cool de passer encore un petit moment à discuter ensemble. Ça fait un peu trop quand même, des fois de moments à discuter, mais là ce moment-là il va être assez court et comme tu le sais assez succinct. Et du coup je suis ravi de parler avec toi aujourd'hui sur un sujet qui est intéressant parce qu'on l'aborde jamais sous cet angle-là, qui est le sujet des outils. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on a tous envie de savoir ce qui se passe derrière, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas Morgane, tu pourrais nous expliquer en 30 secondes, 1 minute, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui? Allez, 30 secondes, c'est parti. Qui je suis? Je suis Morgane, je bosse aujourd'hui en tant que talent manager chez Folk et ça fait maintenant 8 ans que je bosse dans le recrutement, dans la tech. Donc, très gros focus sur du sourcing et sur tous les outils qui vont autour du sourcing dont on vous parle dans quelques minutes. C'est vrai que c'est assez, merci pour ta présentation, c'est assez souvent lié les outils et le sourcing. Tu t'imagines pas aujourd'hui faire du sourcing sans outils. Et du coup, c'est le thème quand on a parlé, on s'est dit on va faire un peu cet épisode de podcast ensemble. On s'est posé la question du thème et tout de suite tu m'as dit j'aimerais bien avoir une vision critique des outils. Ouais. Et du coup, ça va être le thème central aujourd'hui. Et déjà, est-ce que tu pourrais faire une sorte de liste, toi, avant qu'on commence, des outils que tu as utilisés dans le sourcing, dans le recrutement en général? T'en as combien? Tu les as comptés? 67? 3000? Combien j'en ai dans le passé en tout utilisé? Franchement, je pense une bonne centaine. Une bonne centaine que j'ai dû tester, après utiliser sur du long terme, je sais pas. Mais oui, j'ai été grosse fanat d'outils. Dès que je pouvais tester des outils, je le faisais. Donc, je suis passée par une grosse phase un peu, tu sais, MacGyver, où j'avais un outil pour tout. Chaque outil était connecté les uns avec les autres. Une vraie usine. Donc, ouais, j'avais des outils pour la recherche de profils, LinkedIn, des Google CSE, Recruitem, Crunchbase, Follower pour faire du spécifique sur Twitter. J'ai des outils pour contacter les personnes, des extensions Chrome, du Amazing Hiring, Connectifier, Lemlist. Des outils de productivité, pareil, une grosse fan des outils de productivité, donc une multitude d'extensions Chrome que je m'amusais en plus à classer dans des petits dossiers, des Notion, des Airtable, des Lever. Enfin, ouais, je pense que franchement une centaine, bien comme il faut, ouais. En même temps, alors, parce que du coup, je sais pas si les gens qui nous écoutent le savent, mais tu es quand même la personne qui en France a créé un Notion entier avec plein d'outils et de méthodes et de techniques sur le sourcing. Donc en fait, qui mieux que toi pour justement te dire, bah voilà, j'ai testé tout ça et t'en as testé, bah du coup, ouais, en effet, plus d'une centaine. Je pense que c'est un minimum, parce que vu tout ce que tu mets sur le Notion, je pourrais les compter, mais c'est vrai que du coup, le Notion, c'est exactement ça qui me servait vraiment de checklist. Quels sont les outils que tu connais, que tu as déjà utilisés et à quel point ils sont efficaces pour tes problématiques. Donc, tu sais, du moment où il te faut un Notion pour t'en sortir sur tous les outils que tu utilises, ça veut dire quelque chose, quoi. Ouais, c'est assez dingue. Et du coup, comment est-ce que toi, c'est quoi un peu ta manière de choisir un outil? C'est toujours un peu la question que les gens se posent. Comment je peux choisir parmi, je sais pas, les 10 000 outils de sourcing qui existent? C'est quoi le meilleur? C'est quoi, toi, un peu ta checklist de choix d'outils? Ouais, j'avoue qu'il y a quelques années, tu me posais cette question. Je disais, dès qu'il y a un outil, un nouvel outil dont dont j'entends parler, je veux l'essayer, je veux pouvoir l'insérer d'une manière ou d'une autre dans ma stack d'outils. Donc, il y avait vraiment le côté nouveauté déjà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis peut-être un tout petit peu plus réfléchie, on va dire, dans le choix des outils. Donc déjà, j'essaye de m'efforcer à faire en sorte que l'outil il réponde à un besoin, à un vrai besoin. C'est vraiment bête à dire, mais le côté vrai besoin auquel tu as réfléchi, c'est super important. Un outil qui me simplifie la vie, qui est agréable à utiliser,
Ça aussi, parce que j'ai testé plein d'outils qui étaient vraiment dingues, mais par contre assez compliqués à utiliser au quotidien avec voilà, des expériences utilisateurs pas forcément, en tout cas pas forcément alignées avec ce que je recherchais. Un outil qui va aussi s'intégrer à toute ma stack, en fait, à tous les autres outils très facilement. Et puis, mine de rien, un outil qui soit rentable, donc peu coûteux ou en tout cas qui en vaille la peine, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu souvent on saute tête baissée dans un outil sans faire un peu avant le bilan, l'état des lieux de est-ce que j'en ai vraiment besoin, comment ça coûte et le côté agréabilité, je pense qu'il est important. Enfin, tout outil, je pense, si t'aimes pas l'utiliser, tu vois, genre moi j'ai utilisé des ATS que j'aimais vraiment pas et dans le passé, je ne les citerai pas, mais du coup, tu vois, j'en ai presque fait des cauchemars parce qu'en fait, c'était tellement désagréable à utiliser que tu te dis non, j'ai pas envie de passer du temps sur ça. Oui, okay, tu m'as vu venir quand je parlais d'expérience. Effectivement, tu parles pas forcément d'expérience sur des extensions Chrome, plus sur des ATS, effectivement. Des ATS, mais voilà, on ne fera pas de name dropping des ATS à ne pas utiliser, ce n'est pas le but. Et en revanche, il y en a plein qui sont très cool, qu'on peut utiliser sans problème. Est-ce que du coup, toi, aujourd'hui, t'aurais une sorte, tu sais, genre les devs, ils ont leur stack technique. Est-ce que du coup, toi, t'aurais une stack recruteuse, une stack sourceuse à nous partager, vraiment les outils desquels tu peux pas te passer? Oui, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si on peut dire qu'aujourd'hui ma stack elle est minimaliste, mais en tout cas elle est beaucoup plus simple et certainement plus efficace que ce que j'avais il y a quelques temps. Donc effectivement, j'ai toujours sur la partie recherche, j'ai 3-4 outils que j'utilise constamment, ça va être Crunchbase et G2 pour créer des listes de sociétés à cibler et ensuite LinkedIn et des X-Ray Google pour faire cette recherche de contacts. Pour la partie vraiment enrichir les informations et engager ces différents contacts, là j'utilise SalesQL, La Grosse Machine et Folk. Et ensuite productivité, j'essaye vraiment de me limiter, c'est pas tous les jours évident, mais productivité ça va être Calendly, Instant Data Scrapper, Zapier pour automatiser et Folk Notion pour documenter. Donc ça va, je me suis calmée. J'en ai une petite dizaine. C'est quand même pas mal. Je pense que si tu fais un sondage sur le nombre d'outils que utilisent les recruteurs et les recruteuses au quotidien, je sais pas s'il y en a autant dans le stack moyen des gens. Enfin, en tout cas, moi, ceux auxquels je parle, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il n'y a pas autant d'outils. Est-ce que tu penses que tu es dans la norme, que tu es plus ou moins en termes d'outils utilisés au quotidien? Eh ben, écoute, je sais pas du tout. Moi, je me disais là, en listant tous ces outils, que j'étais sevrée de ma folie des outils. Donc, je sais pas si je suis dans la norme, mais en tout cas, la stack que j'ai là aujourd'hui fonctionne vraiment très bien sur tous les postes sur lesquels je peux recruter. Donc, voilà, je sais pas si je suis dans la norme, mais en tout cas, une stack qui est vraiment efficace et qui est hyper bien connectée. Donc efficace. Ok, trop bien. Si tu veux, on pourra faire la semaine de la sortie du podcast, on pourra faire un sondage en permanent, en parallèle, tu vois, sur justement combien d'outils utilisez-vous au quotidien, et au quotidien, c'est genre vraiment une fois par semaine, voir justement si on est dans la norme ou pas. Ce sera une bonne question. Et du coup, c'était un peu le thème majeur du podcast qu'on voulait aborder, et c'était un peu ce côté critique de est-ce que on a trop d'outils. Ma question pour toi, c'est est-ce que des fois tu penses que soit on a trop d'outils, soit on en a qui sont pas utiles? Est-ce qu'on serait pas dans le superflu, dans le trop, à force de vouloir bien faire, un peu comme tu sais genre les lois qui s'accumulent dans le code du travail? Est-ce que c'est pas un peu la même chose? Je pense pas qu'il y ait vraiment d'outils qui soient superflus en réalité. Par contre, tu peux avoir l'utilisation en fait tout simplement qui en est faite, qui peut elle être superflu ou pas suffisamment efficace. C'est d'ailleurs quand je repensais à toute la partie outils, je suis revenue sur mes expériences passées. Et dans ma précédente société, j'ai monté une stack d'outils. C'était ma phase MacGyver, comme je disais tout à l'heure. Une stack d'outils de sourcing absolument dingue. Tu vois, au total, j'avais 6 ou 7 outils différents, tous connectés entre eux avec des automatisations sur Zapier. Et quand tout fonctionnait, c'était génial. J'avais l'impression de gagner un max de temps. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions quand j'ai vu les premiers bugs apparaître et que je passais énormément de temps à les identifier déjà pour ensuite pouvoir les corriger, puisqu'il fallait identifier de quel outil venait, etc. Enfin bref, c'était une galère parce que j'avais une usine à gaz, un château de cartes au final avec tous ces outils. Et ça m'a fait me poser la question, en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces outils ? Donc pareil, là, c'était pas des outils qui étaient superflus, c'était simplement l'utilisation que j'en faisais. Je m'étais pas forcément posé les bonnes questions, en fait. Du coup, t'en avais tellement que tu perdais du temps au final à les utiliser, à les paramétrer. C'était quoi vraiment là où tu perdais plus de temps? C'était les choisir, les utiliser au quotidien, l'intégration entre eux?
C'était vraiment l'utilisation au quotidien, notamment quand il y avait des problématiques, ouais, que ça ne fonctionnait pas comme je le souhaitais. Et en fait, je me suis reposée, tu vois, je me suis dit, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces outils? Donc, j'ai posé sur papier le flux, en fait, mon workflow minimaliste. Si je devais tout faire manuellement, qu'est-ce que je ferais? Comment je le ferais? Mais aussi le workflow idéal. Et en fait, en combinant ces deux états, je me suis dit, en fait, là, j'ai une stack qui est vraiment hyper efficace. Donc ma stack MacGyver qui me donnait l'impression de gagner beaucoup de temps, c'était top, mais en fait c'était pas focus, tu sais, sur mon objectif. Du coup, ça s'avérait vraiment pas efficace. Est-ce que par exemple, tu utilisais, tu vois, tu sais, le réflexe numéro un, je pense, des recruteurs et des recruteuses, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est d'aller sur LinkedIn dès que tu as une recherche à faire quand tu sources. Est-ce que tu utilisais quand même LinkedIn ou est-ce que justement tu avais tellement ce réflexe de dire j'ai un outil pour chaque usage que tu bypassais LinkedIn, que tu l'utilisais même plus et que tu allais directement sur autre chose? Alors j'allais directement sur autre chose. J'aime beaucoup avoir des communautés ciblées pour des designers, passer sur Dribbble ou Behance pour je sais pas, des DevRel par exemple, aller plutôt sur Twitter. Alors je parle beaucoup de métiers techniques parce que c'est ceux que je connais. Mais voilà, vraiment cibler des communautés, ce qui te permet de sourcer en dehors de LinkedIn. Par contre, je me passais jamais de LinkedIn parce que c'est hyper pratique pour avoir un récap de parcours par exemple, ou même pour démarrer une recherche. Donc je peux pas dire que je me passais de LinkedIn, par contre c'était pas mon point d'entrée pour des recherches. Aujourd'hui, ça l'est peut-être un petit peu plus parce que ce que je fais pas mal et qui fonctionne très bien, c'est de démarrer à partir des listes de sociétés. Des listes de sociétés dont les environnements, le mode de fonctionnement au quotidien se rapproche beaucoup de celui de Folk. Et donc, c'est vrai que là, je passe pas mal, comme je disais tout à l'heure, soit via LinkedIn, soit par des Google CSE. Quoi. Ok. Et là-dessus, alors, c'est marrant, on parle de réduire le nombre d'outils. Est-ce que du coup, tu utilises un outil pour, par exemple, cette liste de sociétés est-ce que du coup, tu utilises des outils qui ne sont pas les outils recrutement, tout ce qui est mind mapping et autres pour faire ça, ou est-ce que tu fais ça un peu à l'arrache sur Notion, sur Excel? Alors, j'utilise pas d'outils de mind mapping. J'utilise pour créer les sociétés, j'utilise Crunchbase pour créer ces listes de sociétés ou tout simplement des market maps en fait qu'on peut trouver sur Google. Et après, non, par contre, c'est vraiment sur Notion que je vais faire en fait mes sourcing maps où je mets les requêtes qui ont bien fonctionné, celles qui fonctionnent un petit peu moins et je me crée vraiment des listes de sociétés ou des listes de requêtes très ciblées. Mais ça reste sur Notion, ce qui fonctionne assez bien pour le coup. Tu dirais que c'est ton outil final majeur, Notion, si on devait t'en enlever un, c'est celui qui serait le plus dur à enlever, Notion, ou ce serait LinkedIn? Bon, LinkedIn est un peu Ah, hors catégorie. entre les deux, ouais, entre les deux, clairement, ce serait Notion. Si tu m'enlèves Notion, j'ai un peu du mal. De tous les outils que j'utilise aujourd'hui, un peu comme tout le monde, moi aujourd'hui j'utilise Folk comme CRM ATS. Si tu m'enlèves l'outil qui me permet de gérer mes contacts, c'est vraiment compliqué, quoi. Ouais, tu devrais après du coup revenir un peu à l'ancienne avec un Excel ou un truc comme ça, et je pense que ce serait pas forcément agréable. Ouais, je reviendrai sur ma petite stack MacGyver de ma précédente société avec un Airtable connecté à LinkedIn, connecté à plein d'autres choses. Donc ouais, clairement. Pourquoi se complexifier la vie alors qu'au final on fait des trucs tellement simples, non mais en vrai c'est rigolo ce que tu dis parce que tu as aussi un phénomène et tu vois moi je le vois beaucoup, il y a un terme, des fois je trouve ça assez ambivalent, on parle beaucoup sur LinkedIn de growth par exemple et en fait on part du principe d'appliquer le growth au recrutement. Alors j'en parle aussi parce que c'est un des modules qu'on a dans une formation avec Elise, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens s'accaparent ce sujet en disant en fait faire de la masse. Le recrutement aujourd'hui, on n'a pas le choix, les gens répondent pas, et donc on fait du mass messaging, on fait tout en automatique, on automatise les relances, on automatise les rappels, on automatise tout. C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est quoi le dosage à avoir entre automatique et manuel quand tu fais du sourcing notamment? Eh bien écoute, un peu de la même façon que ma réponse de tout à l'heure. Si tu m'avais posé la question, je pense qu'il y a même 2-3 mois avant qu'on discute, avant qu'on ait cette discussion autour de ce podcast tous les deux, je t'aurais dit que oui, automatiser, faire gagner du temps, c'était ce qui avait plus efficace. Et j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps qu'en fait, non. L'objectif de l'automatisation, c'était pas de gagner du temps, enfin pas toujours. Et je me suis rendu compte de ça vraiment autour d'une discussion qu'on a eue avec Nicolas Darcier et Pierre-André Fortin. Où en fait on parlait de la création d'une talent pool, donc vraiment d'une communauté autour d'un poste, de personnes que tu as envie d'engager régulièrement et avec qui tu as envie d'échanger régulièrement.
Je disais que j'avais vraiment du mal à créer cet engagement. Et en fait, je me posais la question, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Et je regardais tout simplement. J'avais un outil de messaging hyper efficace, enfin, je pensais hyper efficace, qui me permettait de contacter, 150 personnes par semaine avec un template préétabli, un paragraphe personnalisé. Donc, on était vraiment sur de l'automatisation, même si c'était un petit paragraphe personnalisé. Pourquoi s'en priver, hein? Je gagnais un maximum de temps, je fonce, mes taux de retour, ils sont intéressants, je continue. Et puis, on a cette discussion avec Nicolas et Pierre-André. Et là, je me dis qu'en réalité, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est pas de contacter un maximum de monde. Mon objectif, c'est de cibler bien mieux en amont les personnes que je veux contacter et avec qui je veux créer cet engagement. Et donc, au final, je devrais pas avoir autant de personnes à contacter. Je devrais pas avoir besoin de contacter 150 personnes par semaine. Par contre, contacter une dizaine de personnes avec des messages hyper ciblés pour créer un max d'engagement. Donc là, au final, salut mon outil de messaging full automatisé et puis bonjour parcimonie balance entre justement l'automatisation et puis les actions un peu manuelles quoi. Est-ce que tu pourrais dire, pour faire un rappel avec un des sujets, alors tendance dans l'actualité, est-ce que tu pourrais dire que c'est la sobriété dans le recrutement qui va finir par s'imposer au final? Ouais, je pense que ça. En tout cas, moi, par rapport à mon retour d'expérience, ouais, je pense que qu'on va y arriver. En fait, avoir une stack d'outils et tout automatisé de bout en bout, en fait, il y a aucune différenciation. Et c'est ça qui compte, en fait, c'est l'engagement d'humain à humain, de pouvoir réagir sur différents sujets. Si tu as tout qui est automatisé, que ce soit pour le sourcing ou pour le recrutement, tu perds énormément, en fait, de la valeur ajoutée que toi t'apportes sur chacun de ces échanges. Est-ce que sur toute ta chaîne de valeur du recrutement, qu'est-ce que du coup tu gardes en automatisé global et qu'est-ce que tu gardes en manuel en termes d'étapes, selon toi? Automatiser, c'est les relances. Les Ouais. relances, je laisse automatiser parce qu'en général, c'est toujours les mêmes informations que que je vais avoir envie d'ajouter. Par contre, vraiment les premiers messages, là où au départ, comme je disais, il y avait un petit paragraphe qui était personnalisé. Là, aujourd'hui, je le rédige vraiment d'emblée dès que je vois le profil sur n'importe quel réseau social d'une personne. Je vais directement rédiger de A à Z ce premier message. J'ai pas encore les retours. On se reparle dans quelques mois pour avoir des retours chiffrés. Là, j'en ai pas encore assez pour que ce soit vraiment parlant. Mais ouais, c'est vraiment cette partie-là que je garde manuelle. Est-ce que tu serais prête, admettons demain, tu réalises quand tu auras les chiffres que au final tu passes plus de temps à faire du manuel et à utiliser moins d'outils et que pour un résultat similaire, est-ce que du coup tu serais prête à garder un peu un côté avec moins d'outils, un côté plus sobre, si tu te rends compte que tu perds du temps, ou est-ce que vraiment ton objectif c'est gagner du temps et donc tu feras juste la chose qui correspond le plus? Non, mon objectif, c'est pas de gagner du temps. Mon objectif, c'est vraiment de créer cet engagement. Donc, effectivement, si je me rends compte qu'en étant plus sur une approche manuelle, individualisée, humaine, au final, sans automatiser, j'ai plus d'engagement. Au final, bien évidemment, ça prend plus de temps. Mais encore une fois, je sais qu'aujourd'hui, je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps, mon objectif, c'est pas de gagner du temps. Mon objectif, c'est vraiment de créer de l'engagement. Et là, les premiers chiffres que j'ai, ils montrent effectivement qu'il y a un engagement qui est beaucoup plus fort sans automatisation. Donc, je pense qu'on va plutôt aller vers la première solution que tu évoquais. Ok. Donc tu préfères enfin, contacter moins de gens, au global avoir, disons, moins de candidats et de candidates, mais qui soient beaucoup plus engagés, que d'avoir du C'est coup ça. une masse de personnes, une marée de gens qui seraient intéressés, mais qui du coup ne seraient pas forcément attirés et pas engagés aussi fortement parce qu'ils ont l'impression d'être un parmi tant d'autres, quoi. Ouais, complètement, parce que là, sur les derniers mois, tu vois, les échanges que j'ai pu avoir avec les personnes où j'ai fait vraiment des approches individualisées, manuelles, j'ai, même sur les premiers échanges, sur les premiers entretiens, t'as une conversation qui est beaucoup plus riche, en fait. T'as déjà créé cet engagement, t'as un point de départ, en fait, dans la relation que tu crées avec ces personnes. Donc ouais, carrément, je serais ravie d'avoir eu tort pendant 8 ans et de me rendre compte qu'en fait, les outils, ça fait pas tout et qu'on peut avoir une approche qui est, voilà, bien sobre, comme tu disais tout à l'heure. Ok. Tu penses qu'un jour on pourrait revenir c'était quoi les scénarios que les chasseuses de tête faisaient avant, à trouver la personne à l'accueil pour arriver à trouver la directrice marketing qui va amener au directeur commercial et ainsi de suite, sans outils, juste le téléphone.
Peut-être pas, parce qu'on a quand même un confort avec les outils. Par contre, c'est exactement l'exemple que Pierre-André mentionnait quand on a discuté justement du trop Ouais. d'outils. Donc c'est possible. Et c'est des très bonnes techniques, hein, mine de rien. Et en plus, c'est assez rigolo à faire. Mais bon, après, c'est Oui. vrai que ça dépend des jobs. Et c'est vrai en plus que ça se prête plus pour les C-level principalement que tu vas aller chercher comme ça. Et encore, tu vois, tu pourrais très bien dire, je sais pas, si demain tu veux recruter quelqu'un qui est jardinière, quelqu'un qui est employé municipal, bah, du coup, tu vas dehors de là où les gens sont et tu leur demandes, tu fais un peu comme ça, du street sourcing où tu vas dans Ouais. la rue et tu parles aux gens. Mais bon, après, là, Mais je au pense que... final, comme on faisait sur des meet-up, en Ouais, organisant des meet-up, en organisant des rencontres, effectivement, comme tu disais, sur des C-level ou des postes un petit peu compliqués, bah, au final, tu fais du referral, tu fais jouer ton network c'est ça. et c'est comme ça que tu rencontres des personnes aussi. Et tu as un engagement qui est tout autre. Faut juste éviter que ce soit un peu bizarre, quoi, quand t'approches des gens dans Oui. la vraie vie, parce que faut pas manquer de tact, quoi, quand tu fais ça. Ça peut être tout de suite être très étrange. Mais bon. Comme une approche sur LinkedIn, au final, où tu connais la personne ni d'Ève ni d'Adam, et bon. Et tu leur envoies un message: Hey, salut toi, j'espère que ça se passe trop bien dans ta vie. Je ne te connais pas. Qui es-tu? Ouais, ça peut être des fois, de toute façon, c'est super. Ou même des gens qui après, enfin, tu vois, moi, c'est un truc qui m'énerve quand t'as des gens qui soit sont très très pushy dans leur message d'approche, et le Mm. pire étant des gens qui sont juste en fait bah, dans le harcèlement. Enfin, du coup, c'était Camille Gonit chez Shine qui avait partagé des fois les messages qu'elle reçoit de candidats hyper relous qui lui disent des messages qui sont juste en fait qui devraient pas exister aujourd'hui. Donc Mm. voilà, faut juste faire attention à ça quand tu fais du manuel et te dire qu'il faut pas tomber dans justement un côté où tu passes du sourcing au harcèlement. On a quand même pas Ouais. trop envie de tomber à ce niveau-là. Mais du coup, tu vois, toi, si demain, les gens qui nous écoutent, le but de ce podcast, c'est aider justement à passer à l'action sur tous les sujets dont on parle et un truc hyper activable. Quelqu'un qui écoute là, comment du coup tu lui expliques comment choisir un outil, pas d'outil, lesquels, comment, pourquoi c'est quoi un peu le chemin de pensée à avoir avant de choisir ces outils? Oui, alors pour moi, ce que je garde toujours en tête, c'est déjà de te poser les bonnes questions et creuser chacune des questions, chacune des réponses. On va toujours chercher l'outil qui nous permet d'être efficace, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est là où moi je me suis bien plantée aussi. Je cherche un outil qui est efficace, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait être efficace dans ton quotidien? Encore une fois, ça peut être te faire gagner du temps, ça peut être créer de l'engagement, enfin voilà, vraiment se poser cette question, se poser les bonnes questions et creuser chacune des réponses que tu vas apporter. Penser aux problèmes, ça, je trouve ça aussi hyper facile. Aujourd'hui, on a tellement d'outils à disposition. Tu vas aller directement vers une solution avant de vraiment te poser sur le problème. Donc ça, je pense que c'est les 2 points qui sont hyper importants. Après, moi, je dis pas évidemment que j'ai trouvé les bonnes questions à se poser, mais celles que je me pose toujours avant de considérer tel ou tel outil, c'est quel est mon objectif? Qu'est-ce que je cherche à faire? De quoi est-ce que j'ai réellement besoin? Quel est le problème que je cherche à résoudre? Dans un monde sans outils, si j'avais pas de budget, s'il n'y avait pas d'outils, qu'est-ce que je ferais manuellement? Et c'est là où je dessine un peu ce workflow très minimaliste. Quels sont mes critères de choix pour un outil? Donc, je me fais une petite scorecard parce que tu as des biais professionnels et que les scorecards en aiment bien. Et après, je regarde aussi comment est-ce que cet outil va être utilisé. Est-ce que je vais l'utiliser de manière collaborative avec d'autres personnes dans ma société? Et si oui, du coup, quelles sont les attentes en fait de ces autres personnes? Ça, c'est un point que j'oubliais assez souvent et que je trouve qui est hyper important. Et ensuite, c'est des questions un peu plus pratiques. C'est quel est mon budget et qu'en pense en fait mon réseau, en fait, les personnes autour de moi qui ont déjà pu tester des outils similaires, voilà, avoir un petit benchmark de proximité, on va dire. Avant chaque choix d'outil, du coup, tu te poses toutes ces questions-là? Ouais, oui, Voilà. j'essaye. Et du coup, au J'essaye. moins, ça t'évite justement de prendre des mauvais outils ou dont t'as pas besoin, quoi. Oui, c'est vrai que, aujourd'hui, j'ai une stack qui est, alors encore une fois, minimaliste. Je sais pas, est-ce que je suis dans la Ouais. norme ou pas, je sais pas, mais j'ai vraiment une stack qui répond à chaque besoin de manière très très précise. Et ça, je pense, c'est le plus important. Et après, ouais, remettre en question assez souvent l'utilisation qui est faite des outils. Parce que tu peux vite arriver avec des outils au final qui te servent à rien ou qui peuvent être remplacés par d'autres plus pertinents, quoi. Hmm. Ok, donc a posteriori, disons, d'un process, tu vas aller voir justement est-ce que ça m'a servi ou pas. Tu fais une sorte de review en fait de ton C'est outil, ça. quoi. Ouais, Ok, bon, après, complètement. t'en as, c'est des engagements d'un an ou 2 ans, donc tu te dis mince, maintenant que j'ai payé, ça va être compliqué. Je le fais très rarement, ça, pour le coup. En général, t'as toujours, les outils, pardon, que j'utilise aujourd'hui, c'est des abonnements au mois jusqu'à ce que je sois Ok. vraiment convaincue de la pertinence sur le long terme, quoi.
Ok, trop bien. Donc du coup, t'as défini toutes ces questions. Donc, c'est quoi mon objectif? Est-ce que j'en ai besoin? C'est quoi les critères? T'as le côté collaboratif que t'as dit que j'aime beaucoup parce que t'es pas seul quand tu recrutes. T'as ton équipe, t'as les rig managers, t'as d'autres personnes autour. Ouais, Budget et ce que les autres personnes en pensent. Donc la communauté de recruteurs et de ouais. recruteuses. T'as toutes ces questions-là que tu te poses. Admettons, je sais pas, tu te dis, bah j'ai envie d'avoir un ATS. Comment tu vas du coup choisir parmi tous ceux qui existent? Tu prends cette liste-là et tu fais des scorecards et tu vas tous les voir un par un en leur posant des questions? Ouais, c'est ça. Alors, non, sur les ATS, ça peut être vraiment compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Mais effectivement, je prends ceux qui, a priori, d'un point de vue externe ou par rapport à ce que mon réseau m'a dit, vont correspondre le plus à mon besoin. J'essaie d'avoir une liste. C'est sur les ATS, quand je l'ai fait, j'en avais 5. C'était quand même assez long. Je l'ai fait vraiment sérieusement pour Mhm. 3. Et puis les 2 autres, j'ai un peu peiné à finir. Mais effectivement, je reprends la scorecard, je recherche l'outil qui va cocher en fait un maximum de critères, qui apporte un maximum de valeur ajoutée, et ensuite je les teste. En Trop cool. général, tu as des tests quand même de 7-14 jours, donc ça permet de cette période d'essai là vraiment de voir, comme on disait tout à l'heure, est-ce que c'est un outil agréable, est-ce que c'est un outil que je me vois utiliser au quotidien, toute cette partie-là. Ok. Et du coup, en effet, avoir ces critères en amont, plus poser des questions en cours de route et si tu peux tester, je pense que tu es assez sereine pour la suite en te C'est ça. disant ça va marcher ou pas, quoi. C'est ça, oui. Surtout quand voilà, tu donnais l'exemple des ATS, pour le coup, c'est une des catégories d'outils sur lesquels tu as rarement un abonnement au mois, donc il faut tout de suite s'engager ouais, sur du long terme. Donc, tu vois, cette partie, effectivement, les questions, comme tu me dis, quelles sont les questions que tu te poses, il y en a beaucoup, mais ça te permet d'être serein dans le choix que tu fais, d'engager un budget qui est quand même assez conséquent, etc. Ça vaut le coup de prendre le temps quoi, de se poser sérieusement là-dessus. Ok, je te rejoins là-dessus que plus en fait plus il y a d'engagement, plus ça coûte cher, plus il faut se poser des questions Ouais, avant de se lancer dedans. T'en as bah, typiquement une extension Chrome, rien t'empêche de l'essayer, de l'arrêter du jour au lendemain. La plupart c'est sont ça. gratuites, ce qu'on va Mm. utiliser, donc ça te coûte pas grand-chose à part du temps. Ouais. Alors que du coup d'autres peuvent être des fois assez chers. T'as des outils qui sont des fois hors de prix, des outils de sourcing des fois qui utilisent l'intelligence artificielle ou autre et qui te promettent monde et merveille, alors qu'en fait du coup c'est juste cher pour des choses que tu peux faire manuellement. Bref, le risque majeur, tu vois, dont on parlait, c'est avoir une abondance d'outils. Est-ce que toi, tu penses, dans le quotidien d'un recruteur, d'une recruteuse, c'est quoi un peu les éléments, les faisceaux d'indices où tu te dis, OK, là, il y a un problème, il y a un truc qui va pas. J'ai une usine à gaz, je comprends plus ce qui se passe, j'ai pas un bon usage de mes outils. C'est quoi, tu vois, tu penses les indices qui doivent mettre la puce à l'oreille avant de se dire, j'arrête avec ça et je fais un peu je m'organise mes outils, je conradise mes outils en me disant je passe à l'essentiel. Euh, je pense que quand tu choisis un outil, que tu le poses sur papier ou pas, que tu te poses sur ta réflexion ou non, tu as forcément un objectif. Tu as un objectif en tête. Du coup, dans ton quotidien, c'est vraiment garder un œil sur cet objectif, suivre tes métriques aussi et comprendre pourquoi est-ce qu'elles s'améliorent ou non. Enfin voilà, suivre ces métriques, se remettre en question. C'est hyper important, se reposer les bonnes questions, se reposer sur ses choix aussi. C'est pas grave de se dire on s'est embarqué sur un outil ou sur une multitude d'outils et se dire bah en fait c'est pas le bon setup. Moi, je sais que sur mes deux dernières sociétés, enfin Folk aujourd'hui et ma précédente société, j'ai passé les premiers mois à vraiment mettre en place des stacks d'outils en fait et à revenir sur des choix et à voilà revoir beaucoup de choses. C'est pas grave, se remettre en question, c'est bien aussi justement on itère en fait comme surtout. Euh, et revoir son workflow aussi. Je pense que ça, c'est hyper important dans la partie se remettre en question, mais aussi remettre en question son workflow. Parce que tu évolues, la société, elle évolue, tu as d'autres besoins. Reposer le workflow, c'est hyper important. Pardon. C'est hyper vrai ce que tu dis et malheureusement peu de gens le font. Moi j'ai mis des années avant de me dire que c'était intéressant de justement te dire bah, de la première étape du recrutement jusqu'à la toute dernière, qu'est-ce qui se passe, Ouais. qui intervient, via quel outil, de quelle manière, et ça souvent on le fait pas, alors que via ça tu peux savoir quel outil prendre. Clairement, on le fait pas. Et puis, moi, je sais que je le fais depuis là, 4, 4 ans peut-être. Mais en fait, il faut aussi avoir de fortes convictions parce que c'est la simplicité aussi des outils. Tu te laisses guider par un Mhm. workflow qui est préétabli. Bon, pour penser, imaginer son propre workflow et définir les outils, les solutions à avoir pour chaque étape, c'est aussi avoir des convictions fortes de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui correspond à chaque membre de l'équipe aussi. Donc ouais, ça demande un bon moment de réflexion, mais vraiment, je pense que ça vaut le coup. La preuve, je suis passée, on a dit quoi, d'une centaine d'outils à une petite dizaine au quotidien aujourd'hui.
C'est beau, t'as appliqué la sobriété dans l'outil, dans le recrutement, et ça c'est plutôt magnifique. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Morgane, avant qu'on arrive aux 3 questions finales qui viendront fermer cet épisode sur le thème des outils? C'est ton moment maintenant ou jamais de parler d'outils avant qu'on parle des 3 questions finales. Ce que je rajouterais, je pense qu'il faut vraiment se faire confiance. Comme je disais, tu as des convictions, tu as des convictions fortes au bout d'un moment. Se faire confiance et faire aussi prendre des outils qui correspondent à l'approche du recrutement qu'on a envie d'avoir. Moi, je sais qu'à un moment donné, au tout début, quand j'ai commencé à recruter, j'étais pas du tout à l'aise avec l'automatisation, même en partie, même sur des follow-up, etc. C'est pas grave en fait. Enfin, si c'est pas une approche du sourcing, du recrutement qui te correspond, bah c'est pas grave en fait. Faut être vraiment toi-même dans ce que tu fais, que ce soit du manuel, que ce soit de l'automatisation, que ce soit le choix d'outils ou un message d'approche. Ok, ça me paraît en effet une belle conclusion à ce qu'on vient de dire. Et du coup, je pense que tu m'as un peu volé une des 3 questions qu'on pose à chaque épisode, qui du coup est la question, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui recrute, je pense que là, ton conseil est parfait, qui est en gros, sois toi-même, on est d'accord. C'est ça. Je sais pas s'il y a une citation qu'on pourrait mettre, tu sais, en mode influenceur, genre be yourself. Mais voilà, ton but c'est d'être toi-même quand tu fais du recrutement. Deuxième question que j'aimerais bien te poser, Morgane, qui va être posée à toute personne qui passera par le podcast. Admettons demain, tu échoues sur une île déserte, on te donne uniquement un tam-tam et un seul contenu recrutement, un seul. Ça peut être podcast, livre, article, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu choisis pour avoir avec toi? C'est dur. Un seul contenu. Je commence par ce qui est facile, ce qui me semble facile. Allez, un seul contenu, je dirais Start with Why de Simon Sinek, que ce soit en mode livre ou TEDx. Je trouve hyper intéressant, puis ça revient bien sur ce qu'on se disait tout à l'heure, de poser les problèmes, de vraiment creuser les bonnes questions. Et j'ai joué sur une île déserte. Une seule personne. Juste un contenu. T'as choisi un contenu. Allez, c'est bon. Alors, du coup, en personne, tu peux prendre Simon Sinek avec toi si tu veux, c'est encore mieux comme ça. Parfait. Les discussions vont être au top. Masterclass tous les jours de Start with Why. Toi, tu lui dis, mais tous les jours. Ça serait très drôle. Mais Simon, il faut qu'on aille construire un radeau. Mais why le radeau? Du coup, tu sortiras jamais de l'île. Mais non, parce qu'on y est bien tous les deux sur notre île déserte. Exactement. Donc, tu pourrais faire un roman fiction où j'échoue sur une île avec Simon Sinek. Qu'est-ce qui se passe pendant une semaine? Et troisième dernière question que j'aimerais te poser, c'est donc la balance ton tam-tam. Tu sais, le but de ce podcast, comme tu sais, c'est de mettre en avant des gens qui méritent de l'être et qui soit ne sont pas assez, soit devraient l'être encore plus. Est-ce que tu aurais des personnes à me balancer, des gens super cool qui tu penses méritent de passer sur le podcast et de partager ce qu'ils ont à dire? Ouais, je pense à Julien Timoès, avec qui j'ai discuté la semaine dernière, qui est recruteur, qui passait chez Itch, qui est aujourd'hui chez Wave.ai. Et je pense qu'il a plein de choses hyper intéressantes à raconter, à partager. Ok, Julien, et une autre personne que tu me recommanderais? Ah, bah oui, j'en ai plein. Je pense à Roman, qui est chez Bimi aujourd'hui. Pareil, on échangeait beaucoup. Et le Roman, on échangeait beaucoup sur pas mal de sujets autour du recrutement et du sourcing. Tu peux te citer encore 2 personnes, j'y pense. Allez, vas-y. Allez, top. Allez, si je suis autorisée, je dirais aussi Aurélien, qui est chez Avisio aujourd'hui. J'échange beaucoup avec lui, notamment sur des sujets de copie, sur des sujets de sourcing aussi. Et toute dernière personne qui serait Louise, avec qui j'ai discuté, que j'ai rencontrée il y a 2-3 semaines, qui est chez Geek Guardian. Aujourd'hui, on a pas mal échangé sur les programmes de cooptation, voilà, pas mal de petits sujets qu'elle a mis en place qui, je pense, sont hyper intéressants à partager aussi. Trop chouette. Merci pour ces 4 recommandations. Sans aucun spoiler, une de ces 4 personnes sera dans le podcast au cours d'un prochain épisode. Je laisserai les gens qui écoutent faire leurs pronostics et faire des cotes, je sais pas, 3 contre 1 ou 12 contre 1, qui y sera. Mais merci pour ces recos. Merci pour ton temps, Morgane. C'était, moi, j'ai adoré écouter tout ce que tu as à dire sur les outils dans ce format un peu thèse, antithèse, synthèse, qui était assez rigolo. Écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée et merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation et le plaisir partagé. Donc, ravi de discuter de tout ça ensemble. Cool. À la prochaine, Morgane. Bye bye. Salut. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur.
Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire 3 choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Hey Myriam, j'ai écouté ce podcast là, Tam Tam, vraiment bien, je te recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime, ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top, tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.